Jamais j'aurais imaginé trouver un bilan pareil en rentrant dans le Bataclan. On n'avait pas identifié la dangerosité de Meyrat, l'odeur du mélange du sang et de la poudre qui avait envahi tout l'immeuble. C'était épouvantable. Bienvenue dans Clic, bonsoir. Merci d'être avec nous. François Molins, on vous surnomme le Super Proc. Vous avez travaillé 46 ans au service de la justice. On se souvient de vous en tant que procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris de 2011 à 2018, lors de la vague d'attentats qui a touché la France entre 2012 et 2016. Vous avez été le visage et la voix de l'antiterrorisme. On se souvient tous de vos conférences de presse. Vous êtes aujourd'hui à la retraite depuis juin 2023. Aujourd'hui, vous enseignez et vous formez des magistrats et des policiers étrangers à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Vous êtes aussi bénévole dans une association humanitaire et dans l'association Parlons Démocratie. Vous avez publié vos mémoires en 2024. Ça s'appelle Au nom du peuple français chez Flammarion, dans lequel vous racontez vos premiers pas en tant que magistrat à 25 ans, votre passage par la Corse au moment de la catastrophe de Furiani, puis à Bobigny au moment de l'affaire Ziad Ebouna, au parquet de Paris avec les affaires Tapi, Cahuzac, Big Malion et bien entendu vos années en tant que procureur de la République. Votre livre s'appelle Le peuple français. C'est quoi le peuple français et à quoi il ressemble? Le peuple français, c'est l'ensemble des citoyens qui, effectivement, c'est la société. Et la justice est rendue au nom de la société et donc au nom du peuple français. C'est ça, en réalité, qui lui confère sa légitimité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que j'ai retenu ce titre pour mon livre. On agit au nom du peuple français, parce que quand on est procureur, on représente les intérêts de la société et on est là pour diriger l'activité des services de police et de gendarmerie, faire constater les infractions, les poursuivre, et donc veiller à l'application de la loi à travers, parce qu'il y a des tas d'autres attributions, à travers effectivement l'application du droit pénal qui permet d'incriminer les comportements que la société a voulu punir parce qu'elle a estimé que c'était les plus graves. Donc vraiment, le procureur, il représente les intérêts de la société et c'est pour ça qu'il représente aussi le peuple français. Alors, certes, il n'est pas élu, hein, il n'est pas comme les hommes politiques qui sont élus au suffrage universel par les citoyens, mais le procureur, pour faire ça, les juges pour juger, on a tous une délégation de la Constitution. Et la Constitution, c'est aussi une volonté populaire. Donc, en fait, c'est le peuple qui nous a mandatés, qui nous a délégué la faculté, effectivement, de rendre à la justice à travers les rôles respectifs qui sont les nôtres, procureur ou juge. J'aimerais qu'on commence avec l'actualité, oui. Qu'on parle de ce qui s'est passé à Nantes. Un élève rentre dans un lycée, blesse plusieurs élèves, tue une lycéenne. Et comment vous réagissez à ça? Et comment est-ce que c'est classé? Comment est-ce qu'on classe un tel acte? Alors, c'est une affaire criminelle, hein, puisque ce jeune, effectivement, moi, d'après ce que j'en sais, je ne connais pas le fond du dossier. Je suis comme mes compatriotes qui ont entendu ça à la télé. Visiblement, il avait un couteau. Il a porté des coups de couteau à la jeune victime qui est décédée. Le procureur disait 47 ou 57, je ne sais plus. Donc, ça signe un acharnement, effectivement. Mais qui, en soi, prouve pas forcément grand-chose, hein, parce que ça peut être le signe d'une préméditation, ça peut être aussi le signe de troubles psychiatriques majeurs, et puis il a blessé d'autres camarades. Qu'est-ce que ça suscite comme impression? L'effroi, l'horreur, parce que l'école et le collège, c'est pas fait pour être le théâtre de choses comme ça, hein. L'école, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de partage, ça doit pas être un lieu de violence, c'est un lieu véritablement fondé sous l'apprentissage et l'acquisition du savoir, avec effectivement dans la paix, la sérénité. Donc on ne peut qu'être abasourdi devant des faits d'une violence comme ça. Mais derrière, je pense qu'effectivement, on vit dans un monde dans lequel il faut toujours... la communication prend une place qui est absolument considérable. Et puis chacun y va de son petit mot pour qualifier tout ça. Moi, je me méfie toujours beaucoup de ce genre de choses parce que c'est une affaire criminelle qui vient de commencer. On en est de quelques jours. C'est difficile de tirer des conclusions définitives. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que ce jeune qui avait été placé en garde à vue n'y est resté que quelques heures. Des psychiatres ont estimé que son état était incompatible avec la garde à vue. Ça veut dire qu'en réalité,
Et il n'a pas été repris depuis en garde à vue, depuis 3 jours. Donc ça veut dire qu'il a des... On est face à un tableau psychiatrique qui est relativement grave et sévère et qui pose la question des suites de ce dossier. Comment est-ce qu'il évoluera ? Il sera soumis à des experts. Soit il va être jugé comme suffisamment responsable pour rendre compte de ses actes et à ce moment-là, il pourra être jugé. Soit, c'est l'autre alternative, les psychiatres peuvent aussi dire qu'il est tellement atteint psychiquement qu'il est irresponsable. Moi, ce qui m'intéresse dans ce dossier, c'est que derrière ces qualificatifs, il y a une réalité qui renvoie à un sujet de fond. La santé mentale chez les jeunes. Oui, qui, je trouve, est très, très mal traitée. Ça fait 15 ans qu'on le dit. Moi, j'avais découvert ça en Seine-Saint-Denis en 2004. La pédopsychiatrie, donc la psychiatrie pour les jeunes, est en très, très grande souffrance, en manque de moyens. Je crois qu'il y a 15 départements dans lesquels, aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas le moindre lit de pédopsychiatrie. Il y a des endroits où il paraît qu'il faut attendre plus de 8 ou 10 mois pour avoir un rendez-vous. Et on sait que la santé mentale des jeunes n'est pas, j'allais dire, prise en compte comme elle devrait l'être. Alors pourtant que le phénomène s'est encore beaucoup aggravé. Et ça, on l'avait constaté à l'époque, après la pandémie. La pandémie, elle s'est traduite avec le Covid en 2020, c'était... elle a suscité des conditions d'enfermement et d'entre-soi qui ont achevé, j'allais dire, de déséquilibrer un certain nombre de gens. Alors, je cherche bien sûr pas des excuses à ce jeune. La justice déterminera ce qui doit lui arriver. Mais je pense que derrière ça, l'intérêt, c'est aussi de mettre la focale sur un sujet qui est maltraité et qui devrait nécessiter beaucoup plus d'efforts de la part des pouvoirs publics. J'aimerais qu'on parle d'Aboubacar Cissé. Aboubacar Cissé avait 22 ans. Il a été assassiné dans une mosquée de la Grande Combe, dans le Gard, vendredi 25 avril au matin. Il aurait reçu 40 à 50 coups de couteau parce qu'il était musulman. Le suspect, Olivier H., de nationalité française, sans antécédent judiciaire, issu d'une famille d'origine bosnienne. Le meurtrier présumé s'est rendu au commissariat de Pistola en Italie dimanche soir après 3 jours de traque. L'agresseur s'est filmé après son passage à l'acte, a rapporté le parquet d'Alès à France Télévisions. Et sur ces images, tournées avec son téléphone portable et obtenues par France Télévisions, l'homme brandit son couteau, tient des propos injurieux envers Allah contre sa victime que l'on voit agoniser au sol. Et pour l'instant, selon le procureur d'Alès, la piste d'un acte anti-musulman est privilégiée, mais n'est pas la seule. Certains éléments qui pourraient laisser penser que ce mobile n'était peut-être pas le mobile premier ou le seul mobile. Et un des avocats de la famille parle d'une attaque terroriste et souhaite que le parquet antiterroriste se saisisse de l'affaire. Comment est-ce qu'on qualifie un acte de terroriste ? Alors, c'est une question complexe. D'abord, là aussi, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et on vit dans une république dans laquelle l'exercice de la religion par chacun doit être assuré. Donc, on ne peut pas admettre le fait qu'on soit assassiné à raison de son ethnie ou de sa religion. C'est vrai que c'est quelque chose qui... qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, ou qu'on n'ait aucune religion, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et je pense que le premier devoir des pouvoirs publics et de la police et de la justice en particulier, c'est, bon, là, il s'est livré, ça va être maintenant de le juger, de déterminer quel mobile il y avait derrière cet acte. La qualification de terroriste, c'est quelque chose de plus compliqué. Effectivement, on recherche toujours des qualifications. D'abord, le mot terrorisme, des fois, alors je ne dis pas que ce ne soit pas terroriste là, j'en sais rien. On a parfois l'impression qu'il est utilisé à toutes les sauces. Maintenant, on vous parle de narcoterrorisme, d'écoterrorisme. Le terrorisme, c'est une définition qui est très particulière en France. Et terroriste, l'entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc, pour qu'un acte reçoive la qualification de terroriste, il faut retrouver effectivement cette entreprise et surtout cette volonté d'intimider, de faire peur à toute une population et en fait de semer à la terreur. Et cette qualification, en fait, comment on la donne ? Ce n'est pas aux politiques à la donner, ce n'est pas leur compétence. On est dans le cadre d'une affaire judiciaire, une enquête qui est conduite par un procureur de la République. Mais là, dans le cas, c'est la population musulmane française qui a peur. Oui, tout à fait. Mais
la seule autorité susceptible de qualifier de terroriste ou pas ce dossier, c'est le procureur national antiterroriste. Et visiblement, il ne l'a pas fait, puisque, là aussi, j'ai bien compris ce qu'on dit dans les médias, le dossier était en cours d'évaluation. Donc j'imagine qu'il est en train de l'étudier pour voir si on retrouve les éléments de la définition que je vous ai citée. Le gouvernement aussi, je vais citer les gens qui sont au gouvernement, pas prendre l'ensemble des partis politiques. Le Premier ministre François Bayrou a dénoncé samedi sur X une ignominie islamophobe, et le ministre de l'Intérieur parlait, lui, dimanche, d'un acte anti-musulman. Quelle est la différence et comment est-ce qu'on qualifie ça ? Écoutez, je pense que le caractère anti-musulman, mais là encore, je ne connais pas l'intérieur du dossier, mais aller assassiner un musulman à l'heure de la prière dans une mosquée, il y a la dimension du fait religieux, elle est évidente. Donc je pense que ça paraît évident que c'est un acte anti-musulman et islamophobe. Je pense que les deux se confondent. Hein. Les musulmans, leur religion, c'est l'islam. Donc pour moi, c'est un petit peu la même chose, tout ça. Mais je pense qu'il faut sortir effectivement de ces querelles de mots. Hein. Et puis, il faudra que l'enquête essaie de déterminer en réalité qu'est-ce que ce monsieur avait dans la tête. Hein. Visiblement, ça a l'air effectivement anti-religieux, anti-islam, puisque, d'après ce que vous dites, hein, je ne savais pas, il aurait proféré des propos blasphématoires, hein, critiquant Allah. Bon. Ce que vous dites, c'est intéressant sur les querelles de mots. Oui. Parce que là, on parle d'un jeune de 22 ans qui est mort en pratiquant sa religion. Oui. Et ce qui est dingue, c'est que dans le débat public, on se querelle sur des mots, mais pas sur les faits. Mais ça, je pense que c'est effectivement l'un des mauvais penchants de la société dans laquelle on vit, dans laquelle, effectivement, on veut toujours parler très vite, si possible être le premier, et trouver des formules choc qui vont pouvoir effectivement résumer des événements, alors qu'ils viennent de se dérouler et qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Moi, je pense qu'il faut... J'incite toujours à la prudence par rapport à ces choses-là. Alors, prudence, ça ne veut pas dire dans la réaction, hein, parce qu'effectivement, la France est un pays, une république, dans laquelle la liberté des religions est assumée, hein, c'est l'essence même de la laïcité, et n'importe qui doit pouvoir, qu'il soit juif, chrétien, musulman, pouvoir exercer sa religion normalement et tranquillement, sans faire l'objet de menaces de qui que ce soit. Et ça, effectivement, c'est l'un des fondements du pacte social, quoi. Vous êtes né en août 53, 1953, pas 2053, vous venez pas du futur. Dans la région des Pyrénées-Orientales, près de Perpignan, vous avez 71 ans. Votre mère était greffière des tribunaux, père médecin militaire, grand-père médecin aussi, figure importante pour vous. Enfant, vous déménagez souvent, au gré des affectations de votre père. C'était quoi les valeurs que votre famille vous a transmises ? Alors, les valeurs que ma famille m'a transmises, ben, je pense que c'est l'honnêteté, hein, l'attachement à la justice et à l'honnêteté, l'attachement à la famille. Et puis, à travers mon éducation, parce qu'on parlait de religion tout à l'heure, moi j'ai eu une éducation religieuse un peu poussée. Vous étiez chez les jésuites ? J'étais 7 ans, même en tout 9 ans chez les jésuites. Et ça m'a apporté, si vous voulez, quelque chose en plus. C'est que ça m'a, je pense, sensibilisé et appris, en tout cas au moins un peu, je l'espère, les valeurs de discernement, de tolérance, et puis d'intérêt, de nécessité de respecter la dignité de l'autre, quel qu'il soit. Il y a une définition de l'humanisme que j'aime beaucoup qui dit que l'autre soit et qu'il soit autre. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'altérité de l'autre, même s'il est différent de ce que vous êtes et de ce que vous aimez. Il a droit à la dignité. Ensuite, vous décidez de faire du droit. Ouais. Vous intégrez l'École nationale de magistrature en 1976. 23 ans, vous êtes élève magistrat et c'est la première fois que vous dites être confronté au mal. Oui. À quel moment le mal se manifeste et comment vous y êtes confronté ? Bon, pour moi, la première manifestation du mal, c'est lorsque j'étais auditeur de justice à Perpignan. Je venais d'arriver en stage et on a été appelé sur une scène de crime. On avait découvert le long d'une haie de cyprès, à côté d'un champ de tomates, avec des plants de tomates partout, le corps d'une jeune fille de 13 ans qui avait été violée, étouffée avec un bâillon qu'elle avait encore dans la bouche et ligotée. Voilà. Ben, pour moi, c'est la première figure du mal absolu qui peut amener quelqu'un, effectivement, à tenter à l'innocence et à supprimer une vie dans ces conditions. Ça a été ma première image du mal. Comment vous le définissez, le mal ? Comment vous le définissez ?
Oh, le mal, il a... Je vais dire, c'est un pôle, c'est un fait objectif, le mal. Hein. Il y a des choses qui, objectivement, sont épouvantables. Hein. La scène que j'évoque maintenant, le mal absolu, c'est aussi les crimes terroristes indistincts. Hein. Aller tuer des gens qui prennent un pot sur une terrasse de café, ou qui sont en train d'écouter un concert au Bataclan, ou qui regardent un feu d'artifice à Nice. Ça aussi, c'est le mal absolu. Après, ça renvoie, si vous voulez, à des réalités qui peuvent être assez différentes, parce que le mal et le fait de le commettre, ce mal, ça peut renvoyer à des formes de perversion absolue, à des absences totales de valeur morale. Ça peut renvoyer aussi à des troubles psychiatriques très lourds. Donc, il faut toujours essayer de s'interroger, d'essayer d'expliquer le pourquoi. Hein, parce que, et puis, d'autant que... Alors, je disais, c'est un fait objectif, le mal. Mais c'est aussi un pôle. Hein, et puis, je pense que chaque être, ça, je l'ai souvent vu quand je vais aller aux assises, moi, j'ai toujours pensé que dans tout être humain, il y a une part de bien, il y a une part de mal. Et finalement, on essaie toujours, en principe, de se rapprocher du meilleur côté des choses. Est-ce que la nature humaine vous étonne encore? Oh oui, toujours. J'ai toujours été surpris. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens. J'ai toujours été surpris, chaque fois que je suis allé aux assises, par le profil de certains criminels dont, à voir leurs antécédents et leur vie, je me disais toujours, mais on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, jamais on n'aurait cru cette personne-là capable de faire ce qu'elle a fait. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Ce qui fait qu'il faut toujours être prudent. Voilà. Il y a des faces cachées chez les gens qu'on ne discerne pas forcément. Est-ce que vous pensez que la rédemption est à la capacité de tous les humains, ou il y en a pour qui c'est pas possible? La rédemption, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que dans l'attitude qu'on peut avoir après avoir fait quelque chose de mal, il y a le regret, il y a le remords, qui est encore un peu au-dessus. Chez les chrétiens, on parle du repentir, ou alors là, c'est vraiment une prise de conscience encore plus forte du mal qu'on a fait, de la volonté de le réparer. La rédemption, effectivement, c'est ce qui va permettre effectivement de passer au-dessus de tout ça et de revenir dans le droit chemin, hein, et d'être un peu transfiguré. Je pense que ça devrait être à la portée de tout le monde. Le problème, c'est que ça ne l'est pas. Vous avez été pendant 4 ans procureur du parquet de Bobigny. Oui. Et l'affaire Ziad Ebouna reste, vous le dites, le souvenir le plus douloureux de votre carrière. Oui. En 2005, Ziad Ebouna, c'est 2 jeunes garçons qui ont été électrocutés dans un transformateur EDF. Et j'aimerais qu'on écoute le frère, Siaka Traoré. J'avais pas de mots, en fait. Après, il fallait être sur les lieux, fallait être dans le tribunal, en fait, pour le vivre. C'était pas facile, ça nous a fait tout drôle. Quand tu suis le déroulement du procès, on avait une petite lueur d'espoir. On s'était dit, on peut. Mais quand t'es avec cette lueur d'espoir, le jour du délibéré, et qu'on t'annonce la relaxe, tu tombes de haut quand même. Aucune considération. 10 ans pour rien, circuler, il n'y a plus rien à voir. Comment tu réagis quand tu entends le slogan « Pas de justice, pas de paix » ? Nous, on veut cette justice, on a droit à une justice. On veut y croire à cette justice. Il y a 2 justices, tu vois ce que je veux dire, à 2 vitesses. Tu vois, l'impartialité, je la vois pas, tu vois. Et si tu t'amènes à inverser les rôles, je pense que justice serait déjà faite. Comment vous réagissez ? Mais c'est un discours que j'entends et que je trouve légitime. Je trouve tout à fait normal qu'il soit dans cet état d'esprit. Après, moi, ce que je trouve, c'est que, encore une fois, je disais que moi, c'est l'un des dossiers les plus douloureux que j'ai eu de ma carrière. Des choses qui, d'abord, ça n'aurait jamais dû arriver. Je ne vois pas pourquoi, parce des jeunes qui n'ont rien fait, qui prennent la fuite parce qu'ils ont vu des uniformes de policiers. Déjà, ça signe des relations entre les jeunes et la police qui ne sont pas normales. Et puis, tout un climat d'émeute qui a suivi à la suite du décès des 2, et puis des blessures très graves au 3e, Mouhitine, dont on parle peu.
Moi, j'ai un problème avec ce dossier, d'abord parce qu'à l'époque, j'ai conscience de jamais avoir pu trouver les bons mots pour expliquer. C'est-à-dire que quand on a fait des conférences de presse pour expliquer quel était notre travail, j'ai toujours le sentiment de ne pas avoir trouvé ces bons mots. Le problème, c'est que je ne sais pas aujourd'hui toujours les mots que j'aurais dû employer pour essayer de mieux expliquer, de contribuer à apaiser. L'apaisement, bon, je pense que c'était peut-être un peu vain de l'espérer. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la réaction qu'il y a eu après, hein, avec 8 jours d'émeute. Moi, j'ai toujours été persuadé, alors ça ne va pas dans le sens de ce que dit le frère, hein, mais bon, il a le droit de penser ce qu'il veut, et moi, j'ai ma version à moi. Moi, j'ai toujours pensé, effectivement, que les policiers cherchaient ces jeunes. Ils les cherchaient, ils leur couraient après, mais ils ne les ont pas vus rentrer dans cette centrale. S'ils les avaient vus, on les aurait sauvés. Je ne peux pas imaginer, moi, un instant, que des policiers, voyant des jeunes rentrer comme ça dans une centrale, ne fassent rien pour les sauver. Mais on avait des versions, effectivement, et des témoignages qui, effectivement, pouvaient être discutés. Donc, on a voulu qu'il y ait un procès. On a voulu qu'il y ait un procès parce qu'on a estimé que, compte tenu du débat qu'il y avait autour des reproches et des charges contre ces policiers, il fallait absolument qu'il y ait un débat avec une audience qui soit organisée et que chacun puisse effectivement exprimer son point de vue. C'est ce qui s'est passé. Au bout du compte, le tribunal, la justice a relaxé. Moi, je n'ai pas été vraiment surpris, parce qu'encore une fois, ça correspondait à ce que je pensais. Alors, encore une fois, je comprends la souffrance. Hein. Je comprends la souffrance, je comprends la quête de justice, mais quand des juges professionnels statue sur un dossier, il statue au vu des éléments qu'il y a dans la procédure et des témoignages recueillis. Et à un moment donné, la décision, elle escalait. Hein, mais encore une fois, le pire aurait été qu'il n'y ait pas de procès. Pourquoi c'est votre pire souvenir ? Parce que c'est un dossier dans lequel j'ai le sentiment, d'abord que, encore une fois, je n'ai pas trouvé les bons mots, que mon action n'a pas été bien comprise. On m'avait accusé à l'époque d'avoir retardé l'ouverture de la saisine d'un juge d'instruction, ce qui est complètement faux. J'ai essayé de l'expliquer dans le livre en expliquant pourquoi. Il n'y avait rien à cacher. Encore une fois, j'ai le souvenir de circonstances qui n'étaient pas faciles et dans laquelle, effectivement, on a mis en cause l'action à l'époque du parquet de Bobigny. Mais le parquet de Bobigny, il a fait ce qu'il a pu, hein, et je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucune malhonnêteté ni malignité de sa part à l'époque. Ce dossier a été traité comme il devait l'être. Qu'on parle d'une autre affaire qui a fait basculer la France ailleurs, oui. 2012. Vous êtes procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Paris quand ont lieu les attentats de Toulouse et de Montauban. On regarde. Le 11 mars 2012, Imad Ibn Ziaten, un militaire de 30 ans, est retrouvé mort sur ce parking à l'est de Toulouse. 4 jours plus tard, à Montauban, la terreur monte d'un cran. Cette fois, 3 militaires en tenue sont pris pour cible en pleine rue. Bilan 2 morts, Abel Chenouf, 25 ans, et Mohamed Le Gouad, 23 ans, 19 mars 2012. Comble des atrocités, une fusillade éclate dans cette école juive de Toulouse. Un tireur à scooter fait 4 victimes. 3 séries de meurtres, un même mode opératoire. Un tireur isolé, avec la même arme et le même scooter. Toutes ces pistes permettent aux enquêteurs de remonter jusqu'à Mohamed Merah. Des soupçons confirmés par des écoutes téléphoniques. Le jeudi 22 mars à 11h30, l'assaut final est donné. Plus de 300 cartouches seront tirées. Vous, comment vous apprenez l'affaire et comment vous réagissez ? Sur Toulouse ou sur Toulouse ? Oui. Toulouse, alors d'abord, c'est un dossier qu'on suivait. On le suivait déjà depuis l'assassinat du sergent Ibn Ziaten. Déjà, ça avait un petit peu attiré l'attention. Les tirs sur les 3 militaires, encore plus. Et je le suivais d'autant plus, donc, on commençait à se poser la question de l'explication de tout ça. La piste qui tenait un peu la corde, c'était plutôt la piste de l'extrême droite. Mais on se posait clairement la question de la qualification de terroriste, à tel point que j'avais demandé à l'époque à mon collègue de Toulouse, le procureur de Toulouse, on en avait parlé, et on s'était entendu sur le fait qu'il garde l'affaire en enquête, parce qu'il pourrait se dessaisir beaucoup plus facilement en fonction des éléments qu'on allait recueillir et de l'évolution des événements. Donc, pour l'école Ozar à Torah, c'était un lundi matin, je me souviens toujours, c'était 8h30, j'arrivais au bureau, on m'a dit ce qui venait de se passer. Là, on est dans l'ignominie absolue. Hein. Un père de famille abattu sous les yeux de ses enfants de 2 et 4 ans, même abattu sur le trottoir, plus
la petite fille dans l'école. Enfin, c'est épouvantable. Et là, on s'est saisi immédiatement. Mais là, en estimant qu'effectivement, par rapport à la définition du terrorisme que j'indiquais tout à l'heure, on est vraiment dans l'entreprise ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Est-ce qu'on aurait pu l'empêcher, ça? Si on avait arrêté Mera plus tôt, si on l'avait identifié plus tôt, oui. Mais le problème, c'est que on n'avait pas identifié la dangerosité de Mera. À l'époque, les services de renseignement n'avaient pas compris le potentiel de dangerosité qui était le sien. Il l'avait si peu compris que certains avaient imaginé... Il avait fait 2 séjours pour se former au maniement des armes au Waziristan, dans des organisations caïdistes. Et certains gens du renseignement avaient imaginé de le retourner pour en faire un agent double et l'utiliser comme indicateur. Donc ils n'avaient pas vraiment compris, en réalité, la nocivité de ce monsieur. Alors dans l'absolu, oui, on aurait pu éviter. Ça n'a pas été fait. Mais ça a conduit aussi à en tirer les conséquences. Les services de renseignement ont été profondément réorganisés. Et l'année d'après a été créée la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a eu quand même montré beaucoup d'efficacité. Vous dites que cette affaire a ouvert les yeux sur la réalité du terrorisme islamisme. Oui. On a compris avec ça, effectivement, Mera, c'est le début. D'abord, c'est le début de la guerre civile en Syrie. Donc, on commence à avoir des citoyens français qui partent là-bas. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu 2000 Français qui sont partis en Syrie. En France, notre pays seul, c'est le tiers du contingent européen de djihadistes. 2000 sur 6000. Et surtout, ça nous a ouvert les yeux, si vous voulez, sur la volonté d'importer le djihad global en Europe et les dangers représentés par ces passages à l'acte individuels. Alors moi, j'aime pas parler de loup solitaire parce que je trouve que c'est une très mauvaise formule, mais des passages à l'acte de gens, en réalité, qui sont en lien avec des réseaux, qui avaient des armes et qui pouvaient faire beaucoup de mal parce que, justement, comme ils étaient seuls et qui dissimulaient leurs véritables attitudes, c'était beaucoup plus difficile de les identifier. Mera, c'est l'exemple type de ça. Et puis, un dernier enseignement qu'on a tiré, Mera, on a négocié quasiment pendant 24 heures. En fait, il s'est bien fichu de nous. Il a fait croire qu'il allait se rendre. En réalité, il voulait gagner du temps et se reposer. Donc, on a compris en réalité que ce genre de profil terroriste djihadiste, c'était particulier, qu'on était face à des gens dont l'unique objet, en réalité, était de se bagarrer dans des fusillades avec les policiers et les gendarmes pour en tuer un maximum, pour mourir en martyr. Voilà. Donc, les négociations, effectivement, après Mera, elles ont été vraiment réduites à leur plus simple expression. Elles sont allées beaucoup plus vite. 3 ans après, 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo est attaquée. Un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. Les hommes cagoulés auraient pénétré les locaux de Charlie Hebdo. Comme chaque mercredi matin, c'est la réunion hebdomadaire du journal satirique. Les assaillants prennent alors l'escalier et se retrouvent rapidement à l'étage où se situe Charlie Hebdo. Ils entrent et ouvrent le feu. Ils prennent la fuite à bord d'une Citroën noire avant d'abandonner ce véhicule dans le 19e arrondissement. Sur les lieux de l'attaque, les secours accourent et le bilan s'alourdit. 12 morts, dont 2 policiers et 4 des dessinateurs les plus célèbres du journal satirique. Quand on repense aux attaques de Charlie, on reste tous traumatisés. Vous, à ce moment-là, comment vous la prenez? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi votre journée. Alors moi, j'étais ce jour-là, je crois que c'était un mercredi, donc j'avais ma réunion de gestion hebdomadaire avec le président du tribunal, lorsque vers, je crois que c'était 11h25, 11h30, j'ai eu un appel du directeur de la PJ de Paris qui m'a avisé qu'une fusillade venait se produire à Charlie Hebdo et qu'a priori, il y avait un mort. Vous voyez, on n'est qu'à un mort. En réalité, le mort dont on me parle, c'est, je pense, le premier, le plus visible. C'est ce pauvre agent d'entretien, M. Boisseau, qui a été abattu à l'entrée du journal. Et moi, je ne suis pas rentré dans des bilans victimaires. Ça m'a parlé tout de suite. Charlie Hebdo, on sait que c'est une cible. Depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, l'affaire de... Il y a un journaliste qui a été abattu aux Pays-Bas aussi quelques années après. On sait que c'est une cible. Tous les gens de Charlie Hebdo sont protégés, avec des dispositifs très poussés. Ils ont eu, ça c'était 3 ans avant, en novembre 2011, ils avaient des locaux boulevard McDonald's, ils avaient été victimes d'un attentat
au cocktail Molotov. Ils avaient dû déménager. Donc, c'est vraiment une cible majeure en termes de terrorisme. Donc, je n'ai pas réfléchi. Et encore une fois, quand on est procureur, il faut qu'on qualifie les faits. C'est terroriste, ça ne l'est pas. Si on les qualifie de terroristes, on se saisit ou on ne se saisit pas. Après, il fallait décider, est-ce que j'active la cellule de crise qui va nous permettre de travailler beaucoup mieux? Et si je qualifie terroriste, à quel service de police je confie l'enquête? Donc, dans ces cas-là, moi, ma politique, ça a toujours été d'aller sur le terrain, de ne pas attendre que l'information vienne à moi, mais d'aller vers l'information. Donc, je suis parti en voiture immédiatement et je suis arrivé sur les lieux à Charlie Hebdo. Je devais y être à midi moins le quart, midi moins 10. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Alors déjà, il n'y avait plus les blessés. J'ai retrouvé le directeur de la PJ et quelques collègues en bas. Et je suis monté donc, au 2e étage, si ma mémoire est bonne. Et je suis rentré au bord de la salle de rédaction. Donc j'ai vu effectivement le spectacle de toutes ces victimes. Il restait que les morts. Hein. Les services de secours SAMU et pompiers avaient évacué les blessés. Donc quand je suis arrivé, moi, il n'y avait plus que des morts dans la salle. L'image, qu'est-ce que vous avez en tête? L'image, les odeurs? Une odeur surtout, l'odeur du mélange du sang et de la poudre qui avait envahi tout l'immeuble. C'était épouvantable. Comment on en arrive à une telle horreur? Je ne sais pas. Je pense que le terrorisme, c'est une forme de trahison des religions. Et je pense que ce n'est pas les religions qui suscitent le terrorisme, c'est la manipulation, c'est la manipulation des religions par les idéologies. Je pense que c'est les idéologies extrémistes sur pour parler de l'islam, et donc qui vont véhiculer une certaine vision de l'islam qui est à l'opposé de sa réalité, qui vont effectivement arriver à pervertir l'esprit d'un certain nombre de gens et à venir commettre ce genre d'abomination. Le 13 novembre, Bataclan, oui. Vous y étiez. Est-ce que vous pouvez me raconter? Alors Bataclan, comment c'est pas... Bon, le Bataclan, j'essaie de l'expliquer dans mon livre. Moi, je rentrais d'une semaine compliquée, j'étais chez moi. Et même chose, à 9h25, j'allais aller me coucher, j'étais crevé. J'ai eu un appel du directeur de la police parisienne, Jacques Méric, qui m'avise de l'explosion qui vient de se produire à la Porte D, au Stade de France, avec un mort. Et qui me dit, j'en sais pas plus, je vous tiens au courant si j'en sais davantage. Donc lui, il était à Saint-Denis pour le match de foot France-Allemagne. Donc j'ai essayé de vérifier l'information en appelant ma chef de la section terroriste, puis le directeur de la DGSI, donc Caïmi Antier et Patrick Calvar, qui n'en savaient pas beaucoup plus que moi. On a convenu de rester en lien. Et à ce moment-là, j'ai eu le réflexe d'allumer la télévision. Donc c'est 9h30, 10h moins 25. Et j'ai vu apparaître immédiatement des bandeaux au bas de l'écran indiquant nombreuses fusillades contre des terrasses de café du 11e arrondissement, nombre morts. Et là, j'ai tilté, en fait, tout de suite. J'ai percuté. Je me suis dit, ça y est, on y est. La menace terroriste dont on nous parle depuis plusieurs mois en nous disant qu'elle n'a jamais été aussi élevée, elle s'est concrétisée et Paris est le théâtre de multi-attentats. Donc c'est quelque chose pour moi qui a été évident. Pourquoi Paris? Parce qu'on sait qu'on est une cible... la France est une cible, peut-être à l'époque quasiment la cible numéro 1, peut-être même avant les États-Unis, mais c'est un ensemble de facteurs. Hein. On appartient à la coalition contre Daesh. Et puis, il y a l'histoire particulière de la France liée aux problèmes d'intégration, liés à toutes les générations après les conflits, après la décolonisation au Maghreb. Il y a l'histoire du voile, il y a la conception française de la laïcité. Et on sent véritablement, vraiment... Il y a eu d'ailleurs des appels au djihad de Daesh disant... allez tuer tous les koufars, tous les mécréants français, on est vraiment ciblé. Et pas parce qu'on a fait telle ou telle chose, parce qu'on appartient à la communauté française. Donc c'est ça, si vous voulez, le message du 13 novembre, encore plus que les autres, c'est la volonté d'importer le djihad global et de commettre des crimes de masse où on va s'attaquer indistinctement à des victimes du seul fait de leur appartenance à la communauté française. J'aimerais qu'on regarde les JT de l'époque.
C'est donc une action simultanée réalisée par plusieurs hommes qui a transformé Paris et Saint-Denis en théâtre de guerre urbaine. Aux abords du Stade de France, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à 10 minutes d'intervalle. Les attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. Des fusillades à des terrasses de cafés et de restaurants. 21h50, un concert de rock basson plein. Tout est normal. Et puis 4 hommes au moins ouvrent le feu. Les 1500 spectateurs sont pris au piège. Certains parviennent à s'enfuir. Les policiers n'ont plus le choix, il faut lancer l'assaut le plus vite possible. À minuit 20, l'assaut est donné. Immédiatement, les premiers morts, premiers blessés, premiers miraculés, les secours découvrent l'ampleur de l'attaque. Ouais. Mais jamais j'aurais imaginé trouver un bilan pareil en rentrant dans le Bataclan. 90 morts. Vous les avez vus? Oui, oui, je suis rentré dans la salle. Comment on se remet de ça? Je sais pas. Je sais pas si on peut dire si on se remet. Je pense qu'après on vit avec. Hein. Je pense que nécessairement, mais ce que je dis est valable pour moi comme pour tous les magistrats et les policiers, les soignants qui sont intervenus. Je sais pas si on peut se remettre de choses comme ça. On vit avec et puis on essaie de le gérer comme on peut, quoi. Mais je pense qu'on n'est plus comme avant après avoir vu des choses comme ça. Vous avez parlé à des familles? Oui, oui, bien sûr. Vous avez dû leur annoncer la mort de leurs enfants? Oui, à certains, deux familles. Et puis je les revois régulièrement, puisque je vais systématiquement aux cérémonies commémoratives. Donc je commence à connaître pas mal de familles de disparus ou de blessés du Bataclan, avec qui j'ai développé des relations très cordiales, fidèles, chaleureuses, quoi. Est-ce qu'on aurait pu éviter? Oui, pareil. Mais là, c'est plus compliqué, parce que les attentats du 13 novembre, ils ont une spécificité. Ils ne sont pas commis par des gens qui s'y sont préparés en France. L'esprit des attentats du 13 novembre, faut remonter un peu loin. Hein. Vous avez au sein de Daesh une sorte de ministère des attaques extérieures qui va être constitué, avec un organisme qui va s'appeler la COPEX, hein, qui est là pour gérer tous les attentats commis, notamment en Europe. Donc Daesh va décider de commettre des attentats, et pour les commettre, va décider de projeter des équipes qui vont rentrer en Europe par l'île de Léros, qui vont travailler toute l'Europe et qui vont aller en Belgique. Donc en réalité, les attentats sont préparés depuis une base arrière qui est située en Belgique, qui ne doit pas normalement être frappée, parce que la finalité de ces préparatifs, c'est de commettre des attentats en France. Alors, dans un premier temps, c'était le 13 novembre, et dans un second, c'était d'en commettre pour l'Euro de football, où normalement, ils devaient retaper. Et c'est parce qu'effectivement, on arrive à arrêter certains d'entre eux, notamment Salah Abdeslam, qui comprennent qu'ils ne pourront plus aller en France et qui vont commettre des attentats à Bruxelles et à Zaventem. C'est ça le pourquoi des attentats en Belgique. Donc, est-ce qu'on aurait pu empêcher tout ça? On aurait pu peut-être les empêcher si les services de renseignement belges avaient été plus efficaces. Est-ce que vous êtes au courant d'attentats qui ont été empêchés depuis? Qui ont été empêchés? Oui, il y en a eu des tas. Ouais. Les services de renseignement ont effectivement déjoué des tas d'attentats, plusieurs dizaines. Hein. Lesquels, par exemple? Je pense au commando de Strasbourgeois qui devait venir faire un attentat dans l'île de la Cité, hein, et dont on avait trouvé des liens avec la cache d'armes de Montmorency. Vous savez, la fameuse affaire Ulysse. Je pense aussi au dossier à la NAFI à Marseille, qu'on avait arrêté et chez qui on avait trouvé des lits, des sommiers sans matelas sur lesquels il y avait effectivement des tranches de TATP qui étaient prêts à l'emploi. Il y en a des dizaines d'attentats comme ça, hein, qui ont été déjoués grâce à l'action des services de renseignement. Là, après le 13 novembre, vous dites le 14 novembre avoir donné votre conférence de presse la plus douloureuse. Oui. On la regarde. Je voudrais d'abord avoir une pensée forte et très émue envers les victimes décédées, les victimes blessées et envers l'ensemble de leurs proches, et leur adresser un message de sympathie pour leur souffrance. Les attentats terroristes que nous redoutions tous et que nous évoquions en termes de risque chaque fois que nous parlions de l'état de la menace, ces attentats terroristes ont donc frappé le sol français hier soir. Face à l'atrocité des actes commis, notre combat dans la lutte contre le terrorisme est plus que jamais déterminé.
Pourquoi c'était la plus douloureuse de votre vie? Parce que c'est une conférence de presse qu'on fait dans un état d'esprit particulier. On est allé sur les lieux, on est vraiment dans la sidération. Voilà. On est en fait dans la sidération compte tenu de ce à quoi on a assisté et du bilan. Hein, parce que jamais on n'aurait imaginé des choses pareilles. Donc effectivement, oui, je pense que c'est le mot qui va le mieux. On est dans la sidération. 14 juillet 2016, Nice. 8 mois après Paris, l'horreur se répète à Nice le jour de la fête nationale. Le feu d'artifice venait à peine de s'achever lorsqu'un camion a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais. Ils étaient 100 000. 100 000 Niçois, touristes. En quelques secondes, la ville est gagnée par la panique et le chaos. À l'intérieur du camion, un seul homme, armé. Il est mortellement touché par les coups de feu de la police. La course folle du camion a fait 86 morts et 434 blessés. Encore une fois, est-ce que vous pensiez que ça pouvait arriver? Non. Nice, non, vraiment pas. Et je rappelle d'ailleurs toujours que quelques jours avant l'attentat de Nice, de mémoire, nos politiques avaient prévu on sentait qu'on allait vers une levée de l'état d'urgence. Donc Nice arrive sans être prévu. Hein. D'ailleurs, Nice, ce n'est pas un attentat projeté, c'est du terrorisme inspiré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, dont l'état mental est quand même assez perturbé. Hein. J'en dirai pas plus compte tenu de sa personnalité. Hein, parce qu'il était à la fois très... il ne montrait pas de signe extérieur de radicalisation. Hein. Bon, il a certainement agi pour Daesh, mais ce n'est pas Daesh qui l'avait missionné, même si Daesh a revendiqué après. On a toujours pensé que c'est une revendication d'opportunité. Donc ça, c'est plus du terrorisme inspiré qui amène un certain nombre de gens influencés par l'idéologie mortifère de Daesh de passer à l'acte. Donc là, clairement... Le projet de Daesh, il faut le rappeler, c'est un projet politique et pas un projet religieux. C'est un projet politique qui vise à commettre des actes terroristes pour diviser les sociétés occidentales. Leur projet, c'est d'amener les communautés à se diviser. Et à s'entretuer. Est-ce que finalement, ils ne sont pas en train de gagner sans avoir à commettre d'actes terroristes? Quand on voit dans quel état est la société française, à quel point on est fracturé, que quand il y a un acte antisémite, les juifs disent « je suis seul », que quand on tue un croyant dans une mosquée, les musulmans disent « je suis seul », que quand on va tuer un prêtre, les catholiques disent « on est seul ». Est-ce qu'ils ne sont pas en train de gagner? Oui et non, parce que je vous rejoins quand effectivement vous dites que la société est totalement fracturée et dérégulée. Hein. On a quand même effectivement une multiplication des actes commis contre des gens à raison de leur croyance religieuse ou de leur ethnie. Et ça, c'est inadmissible. Et si vous voulez, ça signe effectivement vraiment un problème par rapport au vivre ensemble. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, on est loin de la concorde qu'on a pu avoir après Charlie Hebdo, hein, où on a eu des millions de personnes qui se sont rassemblées autour des valeurs de la République. Je dis toujours que c'est peut-être le dernier moment de concorde qu'on a vu dans ce pays. Et moi, je le regrette beaucoup. Donc, effectivement, il faut apprendre à revivre ensemble, à se respecter, à respecter les religions des autres, hein, quelles qu'elles soient. C'est comme ça que ça devrait se passer. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'à dire que Daesh est en train de gagner, parce que on a pu l'éviter à l'époque, en 2015-2016. Là, effectivement, compte tenu du nombre de morts et des menées des terroristes, là, effectivement, on craignait et les phénomènes étaient quand même beaucoup plus... je ne veux pas relativiser ce qui se passe en ce moment, hein, ce que vous évoquiez notamment avec l'affaire d'Alès, c'est très grave. Mais les attentats de 2015, c'était quand même quelque chose encore plus grave. Et pourtant, la société a résisté et on n'est pas tombé dans ce climat de guerre civile dont certains rêveraient. Donc, qui en rêve de ce climat de guerre civile? Les extrémistes. Les extrémistes, à qui ça pourrait servir pour prendre le pouvoir. Vous pensez que ça peut arriver? Moi, j'espère que non. J'espère que non. C'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement... on pourrait dire qu'il faut résister pour empêcher les digues de tomber. Il faut défendre l'état de droit et il faut défendre et être attaché au respect des valeurs républicaines. Hein. Je ne sais plus quel historien disait que être patriote, c'est être attaché à la défense des idéaux de la République. Voilà. Et être attaché au fait que la République, effectivement, soit fidèle à ses engagements, à ses idéaux. Il faut être patriote.
Le garde des Sceaux a dit il y a un mois que 150 magistrats étaient actuellement menacés directement, beaucoup dans les affaires de narcotrafic, une dizaine est sous protection policière. Que dire d'un État comme la France si le métier comme celui de magistrat est sous tension? Ben, c'est quelque chose de foncièrement triste parce que ça signe effectivement une crise de l'autorité et de remise en cause de l'action de la justice. Et ça, je pense que c'est très inquiétant. C'est effectivement, ça arrive plus souvent qu'avant. Pour autant, on n'est pas encore... je regardais des chiffres. Moi, j'avais reçu en 2023 à la Cour de cassation le président de l'Association internationale des procureurs. En 2022, il m'avait expliqué qu'il y avait eu 13 procureurs assassinés en Amérique latine. Assassinés. Alors, Dieu merci, on n'en est pas encore là. Mais je pense qu'effectivement, ce climat de menace contre les magistrats, il faut le prendre très au sérieux. Et je pense que c'est vraiment la responsabilité des pouvoirs publics il faut travailler à défendre la justice, défendre l'institution judiciaire, lui donner les moyens de fonctionner correctement, de rendre des bonnes décisions, et puis surtout s'attacher à la protéger et à ne pas la discréditer. Le narcotrafic, ça représente quelle menace aujourd'hui? Narcotrafic, c'est une menace qui est très importante parce que les organisations criminelles ont une telle surface financière qu'elles peuvent se permettre beaucoup de choses. Europol disait, je crois que c'est le rapport de l'an dernier, que Europol évalue l'argent rapporté par la criminalité organisée en Europe à 139 milliards. 139 milliards. Dont plus de 80% va s'investir dans l'économie légale. C'est-à-dire qu'en réalité, l'économie légale est menacée effectivement par le blanchiment du produit du crime. Et on voit effectivement bien que, alors on a la chance d'être dans un grand pays, mais il y a des États plus petits en termes de surface. Je pense à la Guinée en Afrique, plus près de chez nous, à la Belgique ou aux Pays-Bas, où la situation est encore pire. Donc il faut véritablement faire attention à ce danger, hein. Il y a des phénomènes qu'il faut traiter. Il y a de plus en plus de gens qui se droguent. Hein. Il y a de plus en plus d'argent. Le narcotrafic, il s'adapte à la demande. Hein. Il y a plus de drogués, il y a plus de drogue qui va arriver. En plus, les produits ne sont pas terriblement chers. Donc, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec tout ça. Et effectivement, la puissance des narcotrafiquants, à un moment donné, peut mettre en danger, j'allais dire, la cohésion sociale, la santé des gens. Et puis, il y a tellement d'argent que vous avez un pouvoir corruptif qu'on ne peut pas nier. Hein. Donc ça existe encore, l'argent propre? Oui, enfin j'espère, mais il faut faire attention, effectivement, on sait très bien que vous avez toute une part du produit de la criminalité organisée qui va s'investir dans je disais l'économie légale, hein, notamment dans le BTP, la construction, l'hôtellerie, la logistique, c'est connu, hein. C'est connu. C'est ça contre quoi il faut lutter. Mais pour lutter contre ça, il faut effectivement, j'allais dire, des moyens d'investigation financière qui soient véritablement poussés et très efficaces. Est-ce que vous, on a déjà menacé votre vie? Moi, j'ai eu des menaces une fois, après l'affaire Mera. Et puis après, s'il y en a eu, en tout cas, on ne me l'a pas dit. Et puis, j'avais une protection, donc j'essayais de faire abstraction de ces problèmes-là, pour que ça ne vienne pas m'envahir l'esprit et me pourrir la tête. Voilà. Le mot « état de droit » a été beaucoup prononcé dans l'actualité ces temps-ci. C'est quoi l'état de droit? L'état de droit, aujourd'hui, ça recouvre deux choses. L'état de droit, c'est d'abord un instrument de limitation du pouvoir par le droit. C'est-à-dire que le pouvoir va s'interdire de transgresser un certain nombre de principes supérieurs, parce qu'ils sont consubstantiels à la démocratie. Ces principes, c'est la hiérarchie des normes, c'est l'égalité devant la loi, c'est l'indépendance de la justice, c'est la liberté de la presse, par exemple. Et l'état de droit, c'est aussi une deuxième composante aujourd'hui. Ça, c'est la conséquence de toutes les grandes déclarations des droits de l'homme, Convention européenne. L'état de droit, il est aussi fondé sur un système de valeurs qui est basé sur l'effectivité des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est ça l'état de droit. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher, sauf effectivement le remettre en cause totalement. Qui a intérêt à le remettre en cause, en fait? Les populistes. Pourquoi?
Parce que ça les gêne, et on voit bien que les populistes, aujourd'hui, ils passent leur temps à exciter la défiance des citoyens contre les institutions, notamment contre la justice et l'état de droit. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous, de votre génération, vous pourriez penser qu'en 2025, la France, ça serait comme ça? Non. Honnêtement, non. Mais je pense aussi que tout n'est pas perdu, parce qu'il y a quand même des prises de conscience qui se font aujourd'hui. Et moi, j'espère, en tout cas, que les gens qui sont en situation les acteurs, qui sont là pour faire effectivement respecter la démocratie et le respect de l'état de droit, vont jouer leur rôle. Parce que je pense que c'est effectivement sur leurs épaules que pèsent ces responsabilités-là. Alors, qui c'est ces responsables? C'est bien sûr les responsables politiques. On les a élus pour ça. Et puis après, tous les acteurs qui ont des contrôles à exercer. Ces acteurs, c'est le Parlement. C'est ce qu'on appelle les contrôles démocratiques. Vous avez les contrôles juridictionnels. Ça, c'est les juges des tribunaux administratifs et judiciaires et le Conseil constitutionnel. Et puis, vous avez les autorités indépendantes. C'est l'ensemble de ces composantes qui sont là pour veiller au respect de l'état de droit. On vous a invité parce que vous avez publié un livre. Dans cette émission, on ne reçoit pas de personnalité politique. Est-ce que vous allez en devenir une? Non. Moi, j'essaie de me rendre utile. Aujourd'hui, j'ai tourné la page. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, j'enseigne et je me régale avec mes étudiants. Je fais de la formation à l'étranger. Je fais du bénévolat dans une organisation humanitaire et à Parlons démocratie. J'essaie de me rendre utile, voilà, en étant le plus près possible du terrain. Et je pense que c'est ma voie et ça me va très bien. On vous l'a déjà proposé? Oui. Qui vous l'a proposé? Je vous le dirai pas. Emmanuel? Non. Emmanuel? Je vous le dirai pas. François? Plusieurs. Non. La démocratie, elle en est où? Quand on voit ce qui s'est passé avec les législatives, quand on voit la défiance que ça a créée, elle en est où, la démocratie? Est-ce que les gens... Je trouve la démocratie, elle va pas très bien et elle mériterait d'être revigorée parce que, effectivement, on vit je pense qu'il n'y a pas suffisamment de sujets qui sont aujourd'hui débattus au Parlement. Il y a des façons qu'il faudrait peut-être visiter, regarder comment un certain nombre de réformes sont adoptées à coup de 49.3. Bon, ce n'est pas véritablement la forme la plus démocratique, j'allais dire, du débat tel qu'on pourrait l'imaginer. Donc, je pense que ça pourrait être mieux. Mais ça, c'est la responsabilité politique. Je pense que c'est aussi toute la noblesse de la politique de faire en sorte, effectivement, de se mettre en mesure de mieux remplir les aspirations des citoyens, en oubliant qu'on n'est pas là pour se servir, mais on est là pour servir l'intérêt général. On vient d'entendre un magistrat renvoyer les politiques à leur responsabilité. Oui. Pourquoi est-ce que les politiques ne veulent pas respecter la responsabilité des magistrats? Je pense qu'il faudrait leur demander. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que les choses ont évolué beaucoup depuis quelques années. Et le politique est devenu finalement injusticiable. Donc le jour où il est devenu injusticiable, notamment à partir des affaires Urbain-Graco dans les années 80, effectivement, il y a peut-être une peur du politique du traitement que la justice pourrait lui réserver. Mais bon, on ne devrait pas faire peur. Je veux dire, la justice, elle est là pour appliquer la loi et uniquement ça. Il n'y a pas de gouvernement des juges dans notre pays, c'est pas vrai. Les juges ne gouvernent pas. Les juges, ils appliquent la loi qui a été votée par le Parlement. Et puis c'est tout. Et ils n'ont pas à faire autre chose. Donc il ne faut pas inverser les rôles. On ne devrait pas faire peur. Moi, je pense que la justice, aujourd'hui, elle est consubstantielle à l'état de droit et je ne vois pas comment il peut y avoir une démocratie sans justice indépendante. Donc cette indépendance, il faut la respecter. Et respecter l'impartialité et la sérénité du pouvoir judiciaire. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui vient à la télé pour ne pas nous faire peur.